Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui on se retrouve pour un petit podcast avec l'ami Cinefiles. Comment vas-tu? Salut Jules Melon, ça va bien et toi? Ma foi, fort bien et en plus c'était pas forcément prévu mais là, comme on a vu ce métrage, pas ensemble mais chacun de notre côté, quasiment en même temps, on s'est dit pourquoi ne pas en parler en plus d'une vidéo que vous verrez popper bientôt sur la chaîne, j'en dis pas plus, mystère, mystère. Et on va aborder ensemble le fameux Blonde, film Netflix dont tout le monde parle cette semaine, sorti mercredi, me semble-t-il, et réalisé par Andrew Dominik, qui n'en est pas à son premier galop d'essai, bien évidemment, mais ça faisait un petit moment qu'il n'avait pas fait de film. Il préparait ce brûlot depuis presque une dizaine d'années, il me semble. Et enfin, il a donc pu proposer ce faux biopic, précisons-le, clairement, adapté d'un livre de Joyce Carol Oates, et qui bien sûr retrace la vie, donc fictive mais basée sur des faits très réels, de Marilyn Monroe, interprétée ici par Ana de Armas, qui a tout pour devenir la nouvelle égérie d'Hollywood. Et avec ce rôle, à mon avis, ça va encore plus l'aider en cela. À ses côtés, on peut citer Julianne Nicholson, qui joue la mère, et alors certains maris, qui sont plus ou moins mentionnés d'ailleurs, avec leur nom réel durant le film, qui sont joués par Bobby Cannavale, qui interprète un ex-athlète, Joe DiMaggio. Je crois que son nom n'est pas dit directement. Et il y a Adrian Brody qui joue le metteur en scène. Lui, son nom est donné à un moment, c'est Arthur Miller. Voilà. Et un petit truc assez amusant que je trouve, c'est Chris Lemmon, le fils de Jack Lemmon, qui interprète Jack Lemmon lui-même sur une petite scène de certains M shows, voilà, qu'on voit. Donc c'est assez amusant. Bref, tout ceci quand même amusant sur le papier, mais le métrage est assez dramatique. C'est un film angoissant, disons-le, qui retrace la vie de Marilyn Monroe entre 1933, alors qu'elle a 7 ans, jusqu'à la fin de ses jours, car oui, spoiler, à la fin du film, elle meurt. Mais voilà, il n'y a rien à dire de plus à ce niveau. Ça suit à peu près une certaine logique de son existence, avec des faits qui ont été plus ou moins romancés et mis en fiction. On y reviendra ou pas, peu importe, parce que c'est pas le plus important ici. C'est surtout un film qui dresse pas mal de thématiques sur la souffrance d'une jeune fille et d'une femme par rapport à une mère qui a été, on va dire, difficile, puisqu'elle avait quelques soucis mentaux, donc on voit ça dès le début. L'absence du père, et puis après, son insertion ou pas dans ce dur métier d'actrice, plus ou moins, on va dire, exploité par Hollywood. Voilà, et puis bien sûr ces histoires d'amour, qui sont-elles vraiment des histoires d'amour? Ça c'est une autre question. Mais avant tout, mon cher Valérian, je veux ton avis sur ce film. C'est pas facile à chaud, mais que penses-tu de ce blonde? À la fin, j'ai pleuré. Ouais, ah Ça, bah je peux oui, peut-être dire ce que ça veut dire. oui. Mais c'est vraiment pas la dernière image ou tout ça. C'est quand le générique a Mm. commencé, j'ai ressenti totalement tout le poids des 2h48 qui me sont revenus dans la gueule. Et là, c'était très difficile de, de retenir mes émotions. C'est un film qui est empris d'une grande fragilité. Je dirais on n'est pas avec le personnage, on est à sa place, Mm. ce qui est pour moi une vraie différence. Et moi, je l'avais rapidement dit sur Twitter que je l'ai ressenti un petit peu comme j'avais ressenti les choses pour le film dramatique Ben X, Mm. qui suit Oui. quelqu'un qui est extrêmement isolé et qui n'arrive pas à, à se faire, dans un sens, à se faire aimer des autres et aussi à se faire comprendre des autres vis-à-vis de son handicap. Et là, j'ai ressenti aussi cette même fragilité à chaque instant, en fait, elle se sent complètement, comment dire, dominée et essaye de prendre, en fait, des fois, là, un peu l'avance en fait sur son interlocuteur, mais c'est très très compliqué. Je trouve qu'il y a quelques personnages qui arrivent à ne pas l'agresser, en tout cas Ouais. des scènes dans lesquelles on ne se sent pas agressé, où on ne se sent pas mal à l'aise, mais ils sont très très peu, et du coup elle est souvent larguée comme ça dans un monde hostile. Elle fait vraiment face à énormément d'hostilité dans le film. Des fois elle-même se crée une hostilité, notamment dans ces séquences, les quelques séquences qu'on a de tournage. Mais
pour moi, c'est un film qui est tout à fait dans la continuité de ce que fait Andrew Dominik. Tu avais dit qu'il n'avait pas fait de fiction, mais il avait fait 2 Oui, documentaires oui, sur Nick Cave, qui est le oui. compositeur de ce film. Et je trouve que c'est totalement dans l'esprit des documentaires. Euh, donc pour moi, c'est tout à fait... c'est un bon film, ça je crois que la première chose, c'est un bon film, et c'est aussi totalement dans l'esprit de ce qu'il avait fait avant. Ouais, tu fais bien. C'est-à-dire des gens, tu vois, qui sont cernés par la fatalité, que ce soit le Oui. premier chopper ou celui-ci. C'est ça, en fait, ce qui l'intéresse. Et tu fais bien de mentionner la musique, hein, composée par Nick Cave et Warren Ellis, Mm. qui prend une importance, on va dire crescendo d'ailleurs à certains moments, parce qu'il y a aussi la musique, on va dire intradigétique de certaines scènes de tournage, enfin de films de Marilyn Monroe, hein, forcément, chantées par elle-même. Et alors tu as bien fait de... Je retiens un mot dans ce que tu dis, entre autres, hein, parce que ce que tu nous as raconté ici est très passionnant. Le handicap. Clairement, on est ici un personnage qui, d'une certaine manière, entre dans la vie. D'ailleurs, il y a une ellipse assez presque étonnante. On voit pas ses années d'adolescence, hein. On a la fin de Mm. l'enfance Ouais. et bim directement à l'âge adulte avec une rupture qui est volontaire, je pense. Et donc elle a ce handicap social et psychologique d'une mère. C'est terrible quand même, hein. Il y a des scènes au début. Déjà là, tu peux presque lâcher ta larme. La mère, alors je sais pas si c'est une forme de schizophrénie, de névrose, je n'ai pas exactement le terme médical derrière, mais elle essaye de la noyer dans la baignoire. Elle fantasme l'idée d'un mari, enfin, d'un gars qui pourrait être le père de Marilyn Monroe. Et c'est sur ce fantasme, on ne sait pas d'ailleurs, mais on peut imaginer que c'est une imagination de la mère. C'est là-dessus que Marilyn Monroe va se construire sur un château de cartes déjà écroulé d'avance. Donc, elle arrive, déjà, l'absence d'un père qu'elle ne connaît qu'en photo, qui n'est probablement pas son père, et cette mère qui l'a laissée dans un état, et elle arrive, et c'est ça qui est absolument incroyable, dans un milieu de requins, celui d'Hollywood, et on peut qu'assister à la chute, et une chute qui, paradoxalement, est bercée d'un succès absolu, puisque Marilyn Monroe, on le sait, est devenue... enfin, c'est un mythe. D'ailleurs, le mot est lâché. C'est un mythe. Et ici, Andrew Dominik, il revisite un autre mythe, comme il l'avait fait dans l'assassinat de Jesse James par le lâche Robert Redford, hein. Là aussi, Robert Ford, pardon, pas Robert Redford, il a rien demandé. C'est amusant, Et ça. même aussi un retravail sur le mythe Brad Pitt. C'est ça, oui, Euh, bah oui, tiens, c'est Parce lié. qu'après, Kogan, c'est un film à la gloire de Brad Pitt, tu vois. Sachant que Euh, Brad Pitt a joué Robert Redford indirectement, hein, dans un film. Enfin, un personnage que voilà. Mais non, mais plus sérieusement, c'est pas la première fois qu'Andrew Dominique prend des faits réels et il les remet à sa sauce aussi. ouais, ouais. Et là, on est clairement là-dedans. Alors, c'est un pari risqué, il faut l'avouer. Prendre une icône, c'est ça le mot que je cherchais, comme Marilyn Monroe, et en faire quelque chose de pas très réaliste, forcément, des gens vont être déçus. Si vous vous attendez à quelque chose de très, on va dire, effet documentaire, c'est pas cela, même si évidemment on voit la progression de sa carrière avec quelques trucs qui sont pas mentionnés, hein. On n'a pas le Happy Birthday Mr. President, on n'a pas quelques films comme Rivière sans retour, enfin voilà, mais bon, il y a des choix qui sont faits, qui sont d'ailleurs pertinents dans la diégèse du film, c'est que certains films avec certaines chansons réaffirment l'idée, le manquement du père, la névrose de la mère, c'est en filigrane. Et forcément, ça ne va pas plaire à tout le monde. Cependant, moi, j'ai beaucoup aimé parce que très vite, je suis rentré là-dedans comme une fiction, mais à 100%. Marilyn Monroe, enfin Norma Jean, devenue Marilyn, là aussi on y reviendra parce qu'il y a une idée de double, hein, de persona, de doppelganger. Euh, eh bien, pour moi, c'était un personnage de fiction ici. C'est comme si on avait écrit un personnage de zéro. Très vite, on est rentré là-dedans, je trouve. Et on déroule cette histoire comme si c'était vraiment quelqu'un qui n'avait, entre guillemets, jamais existé. Mais c'est ça la question qu'on peut se poser. Est-ce que c'est pas ce que Andrew Dominic a voulu dire ici? Et si Marilyn Monroe n'avait jamais véritablement existé? C'est ça l'idée. Parce que c'est une créature. Il y a un personnage, je crois que c'est le producteur au début, qui la viole, hein, d'ailleurs. C'est l'une des premières scènes d'adulte, qui lui dit que c'est sa créature, Marilyn Monroe. Et au final, on a ici une icône qui a été créée de toutes pièces et une Norma Jean qui est pratiquement morte à l'enfance. La scène où elle est noyée dans la baignoire, je ne sais pas ce que tu en penses, mais c'est comme si elle était morte d'une certaine manière et après elle n'existe qu'au travers d'une création, d'une personnification de quelque chose d'idéal. Et en fait, on suit la non-existence d'une femme. Je ne sais pas si tu es Alors, d'accord moi, avec moi. je l'aurais pas
je l'aurais pas daté comme ça de la baignoire, mais c'est Oui, juste quelqu'un qui s'est construit, comme tu disais, qui parlait d'handicap, c'est la construction d'un manque. mm, Tout cela, après, ce manque a essayé d'être comblé par différentes choses. Hollywood lui donne quelque chose, mais c'est finalement parce qu'elle veut. oui, oui, Et la construction du mythe. Alors, je ne sais pas, je me rappelle plus dans le film la scène où elle est au bar là, avec son premier mari, mm, parce que dans la bande-annonce, elle dit Marilyn n'existe que sur l'écran. Donc, oui, elle dit Marilyn, pas Norma. Non, non, Marilyn. Donc, l'icône n'existe que sur l'écran. Je ne sais pas si c'est repris dans le film, je me souviens plus exactement des dialogues. Mais là, ça veut dire ce que ça veut dire. C'est que la fiction et les images, c'est une chose, et on va dire pas le réel, mais la véritable personne derrière doit être dissociée. Et elle n'a pas réussi à se dissocier, et elle continuait à vivre, et les gens continuaient à la voir en tant que Marilyn Monroe. Parce que c'est quand même, tu sais, c'est un peu, c'est un peu comme dans Tropique, c'est quoi, Tonnerre sous les oui, tropiques, oui, tonnerre où sur les quand il y tropiques. a Downey Junior qui dit, moi je sais qui je suis un mec déguisé en un mec qui joue le rôle d'un autre mec. Toi tu C'est- sais pas quel mec tu es. Bah, tu vois, c'est ça. Et moi je trouve pour ce film-là, il nous le met bien en avant que c'est quelqu'un qui joue le rôle d'une autre personne qui joue le rôle après d'un personnage dans une fiction. c'est Et ça. ça va te démêler après dans tes traits de personnalité Oui. ce que tu es réellement. C'est le traumatisme de l'acteur ou de l'actrice, quelque part. Au-delà même de ce qu'elle a vécu, certains, on sait, hein, dans l'histoire, ont peut-être mal vécu ce métier. On peut penser presque indirectement, bon, là je vais un peu loin, mais au persona de Bergman aussi. Enfin, il y a plein de petits trucs comme ça. Et le fait est que tous ces hommes soient son père, c'est bon, c'est glauque, hein. Bah, encore une fois, c'est un manque en fait qu'elle a C'est jamais pu résoudre. C'est un oui, problème qu'elle n'a jamais pu résoudre et du coup, elle le résout beaucoup trop tard en créant des relations qui ne sont ah bah, pas du tout les bonnes. on va en parler. Mais la première chanson qu'on entend chanter par Marilyn en vrai, hein, c'est Every Baby Needs a Daddy. Et oui, elle a besoin d'un papa et le papa, bah, en fait, comme il est nulle part, il va être partout. C'est un peu l'idée. Et donc tous les hommes qu'elle rencontre sont des pères potentiels. Surtout, et c'est ça qui est assez terrible, surtout ses maris. Parce que les deux maris qu'elle va avoir, enfin les deux qu'on voit dans le film, hein, parce qu'il y en a eu d'autres, mais Jody Maggio et Arthur Miller, elle les appelle papa. Et Ouais. oui, et c'est un complexe d'Oedipe, à peine déguisé ici, sur une personne qu'elle n'a jamais connue. Et le pire dans tout ça, c'est qu'elle va recevoir des lettres d'un homme qui prétend être son père. Et là, pendant tout le film, tu te dis, que c'est quoi? C'est un canular, elle les invente, etc. Et rajouter à cela deux hommes, alors quoi, qu'il y a le fils de Chaplin et Robinson. Alors je sais plus parce que je crois que c'est Eddie Robinson, fils d'un autre, hein, acteur. Et ils vont avoir un plan, enfin ils vont faire un plan à trois, hein, une relation à trois, relation amoureuse à trois. Et je crois que c'est que avec eux vraiment qu'elle arrive à être Norma Jean. C'est ça le paradoxe. Et je crois c'est que ces deux hommes-là qu'elle ne considère pas comme son père. Je sais pas ce que tu en penses, mais il me Et, semble qu'il y a... je pense que c'est aussi des gens qui sont aussi perdus qu'elle Oui. et peut-être qui sont un peu de sa même génération et elle a pu bien plus Ben, facilement se connecter qu'avec ses deux maris qui sont oui. pas beaucoup plus âgés. Mais Arthur Miller, enfin, en tout cas à l'écran, on voit qu'il est beaucoup plus âgé qu'elle. Ouais. Ce qui renforçait, je pense, en plus son impression de ressentir une impression de paternelle. Hmm. Mais oui, oui, je suis d'accord avec toi. Bah, c'est surtout que fils Chaplin et fils Robinson sont deux fils qui ont des pères connus, Hein. qui vivent dans l'ombre du père. Et elle, bah, peut-être qu'elle aimerait être à leur place, en fait. Enfin, je sais pas s'il y a une transposition là-dessus. Elle qui n'a pas connu de père et qui va avoir deux hommes comme ça qui sont vraiment fils de leur père, à mort. Je pense qu'il doit y avoir aussi ça. Et ça donne lieu à des scènes. Alors, cette scène qui peut faire débat. Donc de plan à 3 ça reste assez soft, attention, hein. J'avais lu que le film serait très graphique sur le Ouais, plan moi j'étais sexuel. surpris que c'était Ouais, pas si. non, pas sur Tu le plan vois, sexuel. si tu enlevais le son, ce serait relativement Oui, soft. Toi, c'est avec le vrai. son, ça rajoute encore plus, hein, Oui, bien sûr. Mais moi, je pensais que ce serait beaucoup plus clair. Or là, on joue sur des distorsions, donc, oui, enfin, et puis bon, pour bon. beaucoup.
Elle est dénudée, c'est surtout cela, Oui. hein. Mais après, sur les actes sexuels en tant que tels, bon, il y en a un qui est assez graphique, comme tu l'as dit, sur le son, mais aussi l'ambiance, mais on y reviendra après, c'est Mm. plus tard vers la fin. Mais il y a cette scène où donc ils font leur petit truc à trois, avec les draps et tout, enfin, il y a une surimpression avec les chutes du Niagara pour annoncer le film Cascade de Niagara. sperme, voyons. Oui, c'est ça, mais c'est ça. Mais enfin, moi, c'est en tout cas la chose instantanée qui m'est venue. Bah, dis donc, ils y vont, hein. Ouais, c'est graphique du coup, mais c'est les chutes du Niagara quand même. Mm. Mais c'est vrai que, alors, par exemple, cette transition est absolument bluffante d'idées, puisque ça enchaîne avec le nom du film après. Après, on peut aussi critiquer, je me mets en tant qu'avocat du diable ici, peut-être une suresthétisation par moment du film. Tu vois ce que je veux dire? C'est que à certains moments, bon, Andrew Dominic, il se lâche. C'est un auteur qui s'impose visuellement. Il a eu aucune limite. Là, on peut dire merci Netflix, même si c'est difficile de dire merci Netflix parce qu'on n'a pas eu ce film en salle. Bon, c'est comme ça. Mais au moins, il a eu la liberté qu'il voulait. Si ça avait été en salle, il n'y aurait pas eu certaines choses. Le film n'aurait pas duré 2h48, je crois. Il y aurait eu des coupes, Mm. hein. Donc voilà, alors il se permet cela, mais qu'est-ce que tu en penses? Par exemple, bon, de cette scène ou d'autres, sur le parti pris esthétique, il y a des choses, je pense qu'au premier visionnage, on va pas forcément saisir dans le message qu'il a voulu faire passer, par exemple. C'est normal, hein. Il doit y avoir des petits trucs qu'il a voulu il doit avoir un propos bien à lui que après on voit ou on voit pas. Mais est-ce le plus important? C'est ça la question. Je pense que déjà, enfin, il avait dit en interview qu'il n'était pas intéressé par la réalité, mais il était intéressé Hmm. par les images. Donc, je pense que là, il y a déjà, même dans le parti esthétique, un parti qui est pris clair. Et de deux, je pense pas que esthétiser n'importe quel moment soit une vraie surprise quand on a vu Oui. un peu ses films précédents. Je veux dire, quand vous voyez le premier documentaire sur Nick Cave, One Time with a Feeling, on a des moments où ça se barre en sucette. On a l'impression que c'est Gaspard Noé qui a pris la caméra pendant un temps parce que on a un morceau de musique, on filme une femme et la caméra rentre dans le corps de la femme. Donc Ah on bah. voit Hmm. on voit les nerfs, la viande, hein, et la caméra ressort du corps et après part dans l'espace Ah bah tiens, pendant que la personne continue à chanter. c'est, Je veux c'est- dire, oui, là, c'est tout d'un coup, on a des choses esthétiques qui dépassent le cadre du réel, mais genre à un point terrible. Et par d'autres moments, on a Nick Cave qui est filmé dans comment dire, d'une façon si basique et vraiment, tu vois, je crois qu'il y a même un passage au début où Andrew Dominic lui demande de refaire la prise, de refaire son passage depuis la salle de bain. Donc garder le réel et tout d'un coup avoir l'ultra onirisme. Et je crois que quand on a vu un peu ça dans ces autres films qui sont aussi un peu du même acabit, eh bien, on peut accepter que tout d'un coup, voilà, on bascule, on fait des constantes bascules dans le film entre des moments qui sont très travaillés sur la forme oui. et d'autres moments qui sont très crus, très simples, sans chichi. Même s'il y a il y a quand même beaucoup de chichi entre les formats qui changent, Oui, oui. la couleur et le noir et Hmm. blanc, et des moments où il y a des effets spéciaux, pour les visages notamment. Hein, Oui. tu sais, à un moment, il y a les gens n'en peuvent tellement plus de Marilyn que tu as les bouches qui s'ouvrent, tu sais, comme des cartoons, et c'est terrifiant, quoi. Ouais, c'est un peu. Par moments, c'est presque un Là, film d'horreur d'ailleurs à ce niveau-là, oui, hein. oui, mais à un moment, tu sais, elle sort de la voiture et il y a un espèce de cri, Hmm. un cri de femme, elle fait Ah! Et c'est des gens qui prennent des photos. Quand Ouais. elle sort, je ne sais plus à quelle avant-première elle sort, le moment est en noir et blanc et elle sort et on a un cri de traumatisme pendant que les gens ils sont en train de... Et c'est pas elle qui crie, hein, c'est un autre cri, on ne sait pas d'où ça vient. Et on a ces gens qui prennent des photos pour montrer vraiment l'horreur. Tu vois, ça c'était intéressant. L'arrivée, parce qu'il fait plusieurs fois des arrivées en cinéma et après la Hmm. projection, Oui. j'ai presque l'impression systématiquement on a des ralentis sur la montée de marche, on va dire, Hmm. pour vraiment montrer, je trouve que ce moment est le plus insoutenable pour elle, parce que c'est là où elle doit être publiquement Marilyn Monroe, mais pleinement, Ouais, dans tout ouais. ce qu'elle a de glamour et d'excès. Et les projections, elles sont presque évacuées. Hmm. On a le premier moment où il y a
cette chanson-là de Les hommes préfèrent les blondes, Oui. Diamonds. qui est assez cutée, où elle se pose même la question, est-ce que c'est moi, toi? Elle reconnaît pas le film. Elle veut pas voir le film, presque. Mais c'est ça qui est terrible. Et le deuxième moment, t'as carrément le film qui part en speed. Oui, accéléré. T'as le film, tu vois même plus les images tellement c'est... Parce qu'elle en peut plus. Voilà, Pour elle, c'est tellement soutenable. Là, j'ai l'impression de faire Louis de Funès devant mon micro. Je fais plein de gestuels. Mais oui, le film, on le voit même pas tellement il va vite. Ah, mais c'est ça. Alors qu'on a eu en ralenti avant toute l'arrivée jusqu'au cinéma du tapis rouge. C'est ça, à chaque fois qu'on a une première, elle est dans son enfer en personnel encore plus fort en fait. Enfin, justement, c'est pas vraiment son enfer personnel. Son enfer personnage. C'est ça, son enfer persona. C'est terrible parce qu'elle doit, bon, qu'elle soit Marilyn Monroe dans les films où elle joue, à la rigueur, elle est le personnage que Marilyn Monroe interprète. Elle est jamais vraiment Marilyn Monroe en soi, parce que dans sa vie privée, elle essaye de redevenir Norma Jean, même si c'est compliqué, on l'a expliqué. Dans les films qu'elle joue, elle a ce personnage à jouer, notamment le premier film là qui s'appelle Don't Bother to Knock ou Troublez-moi ce soir, où elle doit interpréter un personnage névrosé qui est proche de celui de sa mère. Donc en fait, voilà. Mais après, quand elle doit être Marilyn Monroe en public, c'est pour elle le pire des cas. Et donc oui, on la voit dans ses premières où elle force tout, elle doit le rejouer, mais là elle joue Marilyn Monroe pour de vrai. Elle perd pied. C'est là où d'ailleurs elle commence à vraiment perdre pied totalement avec la réalité à chacune de ses premières, à chaque fois que le succès monte, Je crois d'ailleurs, je suis pas sûr, mais à chaque fois qu'on avance dans le temps sur ses premières, elles sont de plus en plus courtes à l'écran. Oui. Ça speed plus. Et c'est d'une violence, et c'est là où on parlait de cette angoisse et de ce côté horrifique, et même de moments où tu as des personnages qui ont... À un moment, il y a c'est son mari Arthur Miller qui a un visage flou, parce elle commence à perdre pied avec... elle ne sait plus qui y a autour d'elle, etc. hein. Et puis tu parlais, alors, justement, de ce passage dans le documentaire Nick Cave, la caméra rentre et ressort. À un moment, aussi, on rentre dans le corps de Marilyn Monroe. Oui, c'est vrai qu'on a les plans du bébé. Et oui. C'est vrai, tu as raison. Oui. Avec le côté, voilà, elle doit avorter parce que, alors c'est d'une violence là aussi parce que sa carrière, mais elle-même, si elle s'écoutait elle-même, bah, elle accepterait d'être mère pour espérer vivre une vie normale. C'est tout le paradoxe absolu de ces fans, notamment femmes qui espéreraient être Marilyn Monroe. Mais elle s'imagine même pas quel enfer ce serait d'être Marilyn Monroe. Elle aimerait être peut-être l'une de ses fans, une femme normale. C'est terrible. Et donc des scènes où à un moment elle va fantasmer, entre guillemets, hein, elle va halluciner un autre avortement en cauchemar. Oui, il y a la caméra qui rentre dedans. Et puis tu parlais justement qu'il avait déjà utilisé le procédé aller dans les étoiles à un moment. On a ça aussi. Ils observent les étoiles à trois avec le fils Chaplin et le fils Robinson, et ces étoiles qui vont se transformer après en vie, si on veut. Là aussi, ça pourrait. Alors, j'ai vu aussi des parallèles. Alors attention, hein, sur Twitter, partout, tout le monde y va de ces petits parallèles. On en parlait en off, mais on va en parler vite fait là. Il y en a qui parlaient un peu de Terrence Malick, si on veut. C'est vrai qu'il y a des moments un peu contemplatifs là où elle est dans le jardin avec la lumière, etc. Bon, mais à la rigueur. Et alors, gros débat. Et là, je sens que tu... Allez, petit coup de gueule peut-être, je ne sais pas. Non, mais beaucoup ont rapproché ce film au travail de David Lynch. Et je crois que tu n'es pas trop d'accord avec ça. C'est pas que je ne suis pas d'accord, c'est probable, parce que moi je n'ai pas en mémoire forcément beaucoup les travaux de David Lynch, mais c'est juste que pour moi il y a beaucoup de choses que j'ai vues bien avant, bien avant les films de Lynch. C'est réducteur, quoi. Puis, non, c'est pas réducteur, c'est juste qu'on s'arrête à un point, on s'arrête à une décennie de cinéma alors qu'il y a des choses qui sont claires, enfin pour moi c'est clair comme d'eau de roche qu'il a dû les voir, qui remonte encore un petit peu. Je veux dire, Lynch aussi ne s'est pas fait tout seul. Non, puis... Ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas s'arrêter à des évidences, parce qu'on connaît ces évidences, il faut aussi creuser un petit peu plus loin. Et non seulement on trouvera des films qui pourront peut-être nous satisfaire, mais on comprendra mieux une sorte de généalogie, d'effets de style, d'ambiance, concernant des lourds effets, parce que c'est quand même un film qui a beaucoup de petits effets partout. Qu'on retrouve dans ce film. Oui, puis bon, évidemment, il va y avoir des parentés, mais
probablement des influences communes, c'est plutôt cela, à des films avec un film comme Firewalk With Me, l'histoire de Laura Palmer, si on veut, bien sûr. Il y a des choses qui ont probablement des mêmes sources, ou l'aspect Mulholland Drive, mais là aussi on en parlait, le personnage de Naomi Watts dans Mulholland Drive, qui est une dame qui va devenir actrice, qui est blonde, bah, peut-être elle-même a été inspirée dans le film de David Lynch par le parcours de Marilyn Monroe, par des actrices hitchcockiennes, enfin voilà, Ouais. Mhm. c'est des trucs comme ça. Mais c'est vrai qu'il peut y avoir une ambiance. Il y a un thème musical vers la fin, par exemple, ici, qui pourrait rappeler celui de Mulholland Drive, enfin une composition à la Badalamenti, par exemple. Mais là aussi, est-ce qu'il y a un rapprochement volontaire? J'en doute. Je pense pas qu'Andrew Dominic s'est dit tiens, oh, bah là, j'ai vu ce film de David Lynch, je vais faire un petit peu pareil pour faire un clin d'œil, un hommage. Après, s'il a voulu en faire un clin d'œil ou un hommage, c'est son droit. Mais je n'ai pour l'instant pas vu d'interview où il disait ah oui, j'ai été très inspiré par David Lynch. D'ailleurs, là, à 2h32 du film, vous pouvez voir. Non, voilà. Mais c'est vrai que. Moi, en fait, ce que je trouve maladroit de la part des gens qui disent que ce serait du David Lynch pendant 2h40, c'est qu'en aucun cas, Hum, à aucun moment, on a vraiment quelque chose de l'ordre de l'incompréhension. oui, Vraiment un truc oui, oui. où on ne comprend pas qu'est-ce que c'est. Ah non, mais c'est sûr. Tout est assez littéral, tout est clair en fait. Quand on voit la personne, elle est dans l'avion et tout d'un coup elle se lève et elle est ailleurs. Elle Hum. est dans une salle de théâtre, je crois, ou je ne sais plus exactement, ou de spectacle. C'est littéral. Je veux dire, ok, on est dans la psyché, donc on suit. Alors que chez Lynch, il y a des choses, on ne sait pas pourquoi c'est là. Il y a des images, on ne les comprend pas. Est-ce qu'on Après, oui. cherche à les comprendre ou il faut en ressentir quelque chose? Ça, c'est le débat de chacun. Mais il y a des choses, des images, des moments qu'on ne comprend pas, qui échappent à notre compréhension. Et les gens qui connaissent Lynch savent très bien de quoi je veux parler, Oui. parce que chacun de ces films, il y a des moments où on ne comprend pas ce que c'est. Après, peut-être que Alors Marie. que ce film, on comprend tout. On sait quand le film se barre en couille, quand le film est très ancré dans une sorte de réalité vraisemblable, quand on épouse même, parce qu'on n'épouse pas que la perception de Non. Marilyn. Hein. Non, non. Quand Marilyn rencontre pour la première fois Arthur Miller, on est, je trouve, plutôt du côté de Oui, Miller, hein, oui, oui, c'est qui est vrai. de l'autre côté dans le fond. Et d'ailleurs, on commence la scène avec lui, qui arrive avec une tonne de papier dans la rue et tout ça. On est avec lui, on n'est pas avec Marilyn. Donc, c'est pas aussi mystérieux qu'un film de Lynch, à mon sens. Et c'est ça, en fait, qui me fait dire que non, il y a peut-être deux, trois petits flashs, tu vois, petits fragments, mais ça peut être aussi des fragments qui nous viennent comme ça, sans forcément avoir Lynch dans la tête. Hein. On sait tous quel effet ça peut faire d'avoir quelqu'un habillé en blanc, flashé à mort pour faire une image quasi terrifiante. Hein. On n'a pas besoin d'avoir vu Lynch pour le faire. Hein. Donc bon, il faut aussi un moment se calmer sur la référence à tout va et avant tout. Quoi. C'est vrai, l'aspect spectral à ce moment-là d'une Marilyn Monroe qui a le destin funeste en vue de toute façon. Mais c'est vrai que tiens, tu parlais du passage Arthur Miller et tout, je crois que c'est le seul moment où on n'a pas ou Norma ou Marilyn à l'écran, il me semble. On a aussi quand Majo il revient chez lui un peu vénère. Ah oui, oui, oui. Ah bah oui, parce que... Oh putain, avec la snoricam là, tu sais, la caméra qui est Ah, attachée à lui. ah oui, Et du oui, coup, oui, quand oui. il se Oui, déplace, oui. t'as tout le décor qui se déplace, tu vois, Oh, autour, mais lui, il reste fixe. Et elle est vraiment en mode vénère. Moi, ça me fait beaucoup penser à cette technique qui avait été utilisée pour Lovely Bones de Peter Jackson, justement, avec le gars qui sortait de la maison, je crois, à un moment qui était aussi qui déambulait dans sa maison avec cette technique-là. Ça fait un effet vraiment assez terrifiant. Et t'as une autre scène après d'ailleurs où elle fait un malaise dans les loges, pareil, Mm. caméra sur elle et tout, ça Ouais, renforce le ouais, malaise. elle tombe avec la caméra, ouais. Et puis, justement, Pierre, on en parlait tout à l'heure, couleur noir et blanc. Ça, c'est un aspect intéressant du film parce que, même si, comme tu le disais, le film est évident, c'est pas du David Lynch dans le propos, même si peut-être que Norma ou Marilyn elle-même, dans le film de sa vie, elle vit un enfer à la David Lynch, qu'elle comprend pas tout parce que elle finit par être paumée, mais bon, nous spectateurs, il n'y a pas de souci. Mais le choix du noir et blanc et des couleurs, par moment, alors, à un moment, je me suis dit, tiens, bon, noir et blanc, c'est quand elle pense être plutôt Norma, ou couleur quand elle est plus Marilyn, ou l'inverse. C'est même pas ça, je crois. C'est Non. intéressant, ça. Là, il faudrait creuser. Là. Si j'avais Andrew Dominic en face de moi, je lui demanderais quel est son parti pris, pourquoi ces choix-là. Je pense pas qu'il y ait un hasard absolu.
C'est vrai que des fois, tu as, allez quoi, 20 secondes de couleur, puis tu repasses au noir et blanc. Peut-être une teinte émotionnelle. Je me Ouais, pose la question, c'est possible. peut-être que la couleur et le noir et blanc évoquent plus une impression de comment elle se sent Ah, entre... Même, je dis ça, tu vois, j'ai en tête des exemples ah, qui ne cohabitent pas ensemble. bah, dès le début? C'est très irritant, mais je pense pas qu'il faille vouloir raisonner Non. ou forcer un raisonnement sur ces choix-là. Pour moi, le film, il l'adopte vraiment comme si vous voulez comprendre en fait le mood de Blonde. Regardez les documentaires, les 2 documentaires qu'il a fait dans les années 2010. Hein. Je trouve que c'est un film sans règles. C'est un film qui fait fuck aux conventions, qui est plus là pour explorer tout, n'importe quoi, tout. C'est-à-dire que c'est un film qui a une attitude punk, je trouve, Oui. vis-à-vis Ouais. de son icône et vis-à-vis même d'une mise en place d'un film voilà, qui trace une vie. Je Et trouve que puis, c'est une vraie attitude punk. Tu peux pas savoir, il y a pas de règles, tout fourmille dans un chaos comme ça. Et je pense qu'il faut le prendre comme ça, sans essayer de raisonner le film, ou de après, lui forcer à rentrer dans un tiroir, tu vois. après tu as ce propos, oui, forcément, hein, patriarcat. Alors, c'est presque, il y a une forme d'ironie derrière, c'est que c'est par l'absence du père de départ, donc de base, que Marilyn va sombrer dans ce patriarcat très hollywoodien. Alors ça, on sait ce qui a pu se passer. Hein. Et on en a eu des producteurs, des réalisateurs qui ont vraiment abusé de leurs actrices, même Hitchcock lui-même. Hein. Donc voilà. Et elle est rentrée là-dedans, et comme elle est le sexe symbole, malheureusement, elle est dans ce monde-là. Mais c'est assez. Je trouve qu'il y a une ironie tragique hein, dans ce film, et dans l'histoire de Marilyn Monroe en soi, c'est un peu ce qu'elle a vécu quand même. C'est que donc sans père, voilà, à la quête de ce père-là, elle va sombrer encore plus facilement dans ce patriarcat et dans cette violence masculine qui de facto déjà était présente pour, on va dire, des actrices qui n'avaient pas de névrose de base. Donc Mm. c'est encore plus cruel, je trouve. C'est vraiment une cruauté absolue. Et c'est un propos qui résonne, d'autant plus quand on a eu les affaires Weinstein il y a quelques années, etc. Hein. Ça permet de questionner aussi le monde d'Hollywood. Alors je ne sais pas s'il a voulu jouer sur cette carte-là, Andrew Dominic, ou donc l'autrice qui a écrit le bouquin, peut-être, parce que peut-être que c'était déjà dans le livre, mais il y a quand même quelque chose aussi là-dessus qui est... Parce que voilà, Jody Maggio, par exemple, il est bien toxique quand même, hein. Il la frappe, hein, pour pas grand-chose hein, en plus, hein. Enfin, entre guillemets. Oui. C'est juste pas... Ah, il veut pas qu'elle fasse ce rôle. Ok, super, sympa. Mais je crois que malheureusement, ça, c'est assez réaliste. Il me semble qu'il était violent avec elle. Mm. Possessif. Ouais, ouais, bah oui. Mais le problème, c'est que quand un homme comme lui ou d'autres mettait la main sur ce sexe symbole, c'était une forme de pouvoir pour eux Mm. aussi. Et on se demande si justement, quand je disais tout à l'heure, a-t-elle vraiment connu l'amour? J'en doute. Hein. À moins que. Mais justement, alors là, on va faire, c'est pas vraiment une zone spoiler, parce qu'il n'y a pas de spoiler, on l'a dit, mais on va rentrer en détail sur des scènes vers la fin, 2 scènes en particulier, peut-être plus, hein, si affinité, qui ne sont pas forcément attendues si vous voulez voir le film, donc regardez le film, mais peu importe, restez avec nous. De toute façon, l'important c'est de voir le film par soi-même derrière et de profiter visuellement. Il y a cette scène donc avec Kennedy, bon, qui n'est pas nommé lui hein, dans le film. Voilà, c'est nommé comme le 35e président des États-Unis, mais c'est lui, hein, on le reconnaît très bien. Et donc, bah, elle va voir Kennedy probablement à la Maison Blanche, hein, très certainement même. Et moi, la scène la plus horrible du film, hein, elle m'a mis mal à l'aise, c'est d'une violence, elle est violente cette film. Cette scène, pardon, comme le viol au début, hein, etc. C'est donc, lui fait une fellation. C'est très graphique dans le son. Là, justement, t'en parlais tout à Ouais. l'heure. Mm. C'est très dur. Et alors, elle se finit, et c'est ça qui est encore plus violent, parce que là, tu la regardes, cette scène, t'es pas bien et tout. Et elle se finit parce que elle s'imagine, Marilyn, jouer son propre rôle, où elle, donc, elle ferait une fellation au président. Et on voit ça sur grand écran avec des spectateurs. Et là, Andrew Dominic, il nous interpelle en disant, vous voyez, vous êtes des spectateurs, vous êtes voyeurs, là, vous voyez ça. Posez-vous la question. Je sais pas si t'as ressenti ça comme ça, mais t'es déjà dans le malaise de la scène. T'as ça qui vient après, tu te dis, oups. C'est, Moi, je dirais que c'est plus vraiment, on met sur grand écran des exploitations de femmes. Ouais, oui, c'est ça. Tu vois, pour moi, c'est plus symboliquement le mettre tout d'un coup, le faire basculer dans une salle de cinéma, c'est que il y a tellement de rôles où c'est juste un producteur qui voulait exploiter la femme dans. Enfin, on l'a vu, Gal Gadot chez Joss Whedon, hein, qu'il a filmé comme Hmm. il voulait, quoi. Hein.
les plans cul et tout ça. Hein. Moi, je pense à ça comme ça instantanément, hein, mais combien de fois il y a des gens qui ont pris quelqu'un juste pour pouvoir y filmer sous toutes les coutures, quoi. Ouais. C'est d'ailleurs ce qu'évoquait, enfin semble-t-il, hein, ça c'est encore compliqué à déterminer, mais ce qu'évoquait Andrew Dominic dans une interview quand il disait que dans Les hommes préfèrent les blondes, les deux actrices étaient habillées comme des putes. Hein, il a utilisé un terme qui n'est pas un terme poli, pas parce qu'il voulait dire par là, bien sûr, que la façon dont on les mettait en scène et dont on les habillait, c'était pour aguicher les hommes et rien d'autre. C'était vraiment, c'est très très sec comme critique. Mais je comprends en fait que à une certaine période, on exploitait le corps de femme et on le mettait comme ça en pâture aux hommes à l'écran. Alors bien sûr, avec des mœurs de l'époque, nous sommes d'accord, mais n'empêche que tu vois, c'est vrai que moi, du coup, j'ai revu Les hommes préfèrent les blondes peu de temps, je crois 1 heure après avoir vu Blonde, et oui, en effet, Howard Hawks, il se fait bien plaisir à les filmer sous toutes les coutures et à la piscine et avec l'entrejambe, tu sais, ces robes coupées là sur le côté où on voit toute la jambe, hein, voilà, on y va, hein, pour le plaisir des hommes. Hein. Non, mais quasiment sans encul de retenue, hein. C'est assez effarant. Ouais. Que ce soit la principale, que je ne sais plus comment elle s'appelle, Jane Russell. Oui, c'est ça, celle qui est plus payée que Marilyn. Elle tape un oui, voilà, je ne suis plus sûr que si c'est le nom de l'actrice, mais voilà, une actrice qui était plus payée, la brune. Et Marilyn à côté, mais les deux sont des rôles, je trouve, assez semblables, en plus de propos déplacés dans le film. Enfin, en tout cas, des propos qui passeraient plus du tout aujourd'hui. Ah oui. Et puis alors. Donc pour moi, c'est vraiment exploitation sur grand écran progressivement, quoi. Oui, c'est ça, l'homme de pouvoir derrière. Alors quand c'est pas le producteur, c'est le président, quoi. En fait, tu vois, on peut même le classer, en fait, on peut le hiérarchiser, puisqu'au départ, on a des images d'un film. Tu vois, on a Les hommes préfèrent les blondes avec quelques moments chantés par Marilyn, donc c'est l'image factuelle du film. Après, on a l'image se court-circuite en quelque sorte, puisqu'il devient brouillé, on ne voit même plus l'image dans, tu sais, la deuxième projection où tout va vite. Ouais. Et la troisième représentation en cinéma, je ne sais plus s'il y en a avant, mais bon, la troisième représentation de cinéma, c'est l'image qu'il y a derrière ces images factuellement fabriquées pour Hollywood. C'est vraiment l'exploitation brute. C'est comme s'il y avait une image cachée. Je ne suis pas en train de parler de palimpseste, pas du tout, mais c'est finalement les intentions réelles quand on filme les femmes comme on les filme dans Les hommes préfèrent les blondes. Et puis alors, à la fin, bon, on sait qu'elle décède. Hein. Là, d'ailleurs, oui, overdose de médicaments, alcool. Bon, on va passer toutes les théories de complot comme quoi elle aurait été plus ou moins... Oui. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il joue vite fait là-dessus, Andrew Dominic, parce que juste avant, elle croit voir un homme avec une lampe torche dans la maison, etc. Bon. Mais en fait, bon, ici, ça c'est probablement de la fiction pure. Elle décède après avoir appris la mort du fils Chaplin, je crois, qui est mort lui aussi du pseudo-overdose dans son vomi, enfin bon bref. Et qui donc a avoué en tant que super cadeau d'héritage, si on veut, avec le tigre en peluche là, dans une lettre, il a avoué donc post-mortem que c'était lui l'auteur des fausses lettres du père. Donc là, le monde s'écroule pour Marine, enfin pour Norma. Son père, donc elle espérait voir un jour, c'est mort, c'est fini. C'était une illusion. Et là, elle va plus loin dans la prise de médicaments et tout. Et on la voit mourir dans son lit. Alors, scène très onirique, presque poétique en soi. Ouais, je suis d'accord. Mais bon, poétique avec tout le film qu'on a eu avant, c'est dur. Et à un moment, on voit... Alors, pour moi, c'est le plan final du film. Enfin, l'un des plans les plus marquants du film. C'est on la voit sur son lit, elle se dédouble. Je sais pas, il y a un effet de dédoublement où on voit son persona et tout. Et t'as Norma Jean limite qui sourit à l'idée de voir Marilyn ou la rejoindre enfin. Et c'est là où je me suis dit, mais en fait, quelque part, Norma, elle est morte. Dès lors que Marilyn a été créée, Norma, elle était morte et elle attendait que Marilyn la rejoigne. Et t'as un petit peu ça comme une forme de soulagement. Et la fin, donc elle voit la photo de son père, enfin de celui qui pourrait être son père ou pas. Voilà, je sais même pas. Je me suis posé la question, est-ce que c'est quelqu'un de connu sur cette photo moi, ça me disait rien, mais je sais pas qu'est-ce qu'il a, quel choix derrière. Et donc, il va le rejoindre dans le cosmos. Voilà. Et puis d'ailleurs, générique,
C'est le cosmos des étoiles, parce que une étoile est morte, elle rejoint les autres étoiles, hein, qui seront de toute façon à jamais solitaires dans l'espace infini. Et c'est terrible comme fin. Ça peut être presque trop parfait comme fin, j'ai envie. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, Et puis ouais. le plan sur les pieds, alors ça, je sais pas pourquoi il a voulu finir sur les pieds. Je me suis posé cette question parce que pour moi, le plan dédoublé, là, avant qu'elle rejoigne son père, était parfait. Mais il y a un plan sur les pieds avant, avec un fondu au noir à la fin. Alors, peut-être que ça fait partie de ces clichés connus sur Marilyn, parce que je sais que le film, des fois, reprend des clichés, des photos très très connues avec Marilyn, Hmm. euh, pour presque faire des moments figés. Je ne sais pas si cette dernière photo est une de ces photos, j'en doute, mais le fait d'insister dessus me fait poser la question. Pour moi, à la fin, euh, Norma meurt et Marilyn devient immortelle. Ouais, ouais, Il y a tout d'un coup une dissension enfin entre les deux. ouais. Et on revient à. C'est pas qu'on revient au réel, mais après tant d'excès, aussi bien des excès de la part de l'histoire que de la part de la caméra, on revient à. L'excès disparaît, on revient à quelque chose, pas on revient au réel, mais on revient à quelque chose de plus intime, de plus posé, l'excès de la caméra meurt. Enfin, il y a un truc Oui, comme ça, où comme s'il y avait une caméra excessive et un langage excessif qui s'est emparé du film pendant 2h40 et tout d'un coup, ça part avec le fantôme de Marilyn, tu vois, comme vraiment des démons qui se sont emparés du film et la caméra fait un mouvement et se pose comme ça au sol, comme le corps s'est posé sur le lit et ne bouge plus. hmm. Et j'ai l'impression qu'il y a peut-être un peu de ça. C'est un film que je pense qu'il y a tellement de portes d'entrée qu'on peut un peu interpréter ses mouvements et ses choix un peu comme on veut. Ça permet beaucoup de liberté, mais ce qui permet aussi des fois, je pense, beaucoup de conflits entre les gens quand ils parlent de ce genre de film. Oui, moi je dirais qu'il y a un moment, le film arrive enfin à se poser. Le film, en fait, par ce plan, arrive à enfin avoir une sérénité qui nous a été refusée pendant si longtemps. Ouais, puis c'est vrai que juste avant ça, quand elle est dehors en train de prendre les médicaments, il y a presque une forme de contemplation à ce moment-là, avec la caméra qui se rapproche floue, puis qui commence à devenir nette, etc. Et Ouais. après, c'est peut-être pour préparer le. Elle meurt. La perte de conscience, ouais, ouais. Et puis elle meurt techniquement, on pourrait dire qu'elle meurt en paix, ce qui en soi, c'est presque un message final positif, c'est qu'elle meurt libérée, c'est ça. Et quand tu parles de réalité, tu as l'impression que le message final, c'est seule la mort est réelle. Enfin, pour elle, il ne pouvait y avoir de réalité que la mort. Hmm. Puisque c'est vrai que dès sa naissance en soi, enfin dès son enfance, elle plonge dans cette névrose refoulée, parce que autant la mère, elle, bon, elle a été diagnostiquée, elle finit internée et tout, voilà, mais autant Marilyn, par contre, enfin Norma, Marilyn, bah, elle va vivre plus ou moins cette névrose toute sa vie, mais elle va rester, on va dire, plus ou moins saine et normale aux yeux des gens. Ça, elle n'a jamais eu la chance d'être reconnue en tant que malade. Et elle n'a jamais été reconnue en tant que quelqu'un qui souffre, je trouve. Elle a dû faire semblant toute sa vie. Parce que Hmm. c'est quelqu'un qui aurait eu besoin d'aide. Et bon, là, oui, elle voit un psy dans le film, super. T'as l'impression qu'il est complètement inefficace, le psy, hein. Ah oui. Mais c'est terrible en fait. Elle aurait eu besoin d'aide. Peut-être que si on lui avait laissé la possibilité, mais c'était pas possible parce qu'il fallait l'utiliser comme un produit marketing, hein, lui laisser la possibilité de se reposer 1 ou 2 ans avec les bons professionnels autour, peut-être qu'elle aurait pu s'en remettre. Mais en fait, jamais. Elle a jamais eu le temps. Elle a même pas pu avoir d'enfant, forcément. Bah oui, elle a rien, elle a rien pu faire. En fait, enfin, si, elle a vécu cette vie éphémère de star qui deviendra éternelle, une icône. Mais elle, en tant que personne, qu'a-t-elle vécu? C'est ça la question. Elle aura vécu son enfance, plus ou moins, jusqu'au jour de son 7e anniversaire, où tout va s'écrouler, et puis sa mort. Et puis des petits moments de rêve dans la réalité avec ses 2 amants, peut-être. Ou ses rencontres avec ses maris, où ça se passe bien, hein. C'est vrai qu'il y a le mariage avec Arthur Miller, où elle est heureuse. Elle dit d'ailleurs la phrase terrible, ah, je voudrais que ça dure pour l'éternité, ou je sais plus quoi, hein, quand elle batifole en courant, là. Ouais, ouais, ouais. C'est terrible, hein. Il y a des petits moments, si on fait la somme des petits moments de bonheur qu'elle a vraiment vécu dans le film, tu ne dois pas dépasser les 5 minutes.
Enfin voilà, c'est une vraie tragédie. Mais en même temps, la vie de Marilyn Monroe a été une tragédie. En soi, le film est réaliste, j'ai envie de dire, sur ce qu'elle a vraiment subi. Après, bah, évidemment, on en rajoute, hein. Il y a des petits trucs qui sont pas réels. Sa mère n'a probablement pas essayé de la noyer dans sa baignoire. C'est des trucs qui ont été mis là en plus. Mais la mère a été internée, par contre. Ça, j'ai vu. Donc ça, c'est réel. Enfin voilà, je sais pas qu'est-ce qu'on pourrait dire pour conclure. Qu'est-ce que tu dirais en conclusion pour donner envie aux gens de le voir, mais peut-être pas dans n'importe quelles conditions, je ne sais pas. Bon, c'est un travail sur le mythe de la part de Andrew Dominic, suivant une attitude punk qu'il va s'autoriser vis-à-vis de cette icône. C'est aussi le premier, ça c'est quand même à mettre en avant en fait pour faire aussi un petit warning, c'est aussi le premier film pour lui qui met une femme au centre de l'histoire. Parce D'accord. qu'avant c'était que des mecs. Hmm. Donc ça c'est aussi quelque chose qui a à prendre en compte. Pour la première fois depuis 20 ans, il sort un film dans lequel il met en scène une femme plutôt qu'un homme, parce que c'est vrai que vraiment les films précédents, c'est vraiment des films de mecs. Hein. Il y a des mecs, il y a que des mecs, il y a quasiment pas de femmes. C'est un film qui aussi a une sorte de retravail d'une histoire autour d'un personnage qu'on connaît en images, surtout nous. Oui. Donc c'est un retravail de l'image. Donc il faut, je crois que le plus délicat, c'est faire bien la part des choses entre ce qui est de l'ordre du fait réel et des images qu'on a d'elle dans les films, et des témoignages et des vidéos d'archives où elle est réellement là, et l'impression que nous donne le film du personnage. Ouais. Donc je pense qu'il faut vraiment faire cette distinction, et si on arrive à la faire, à prendre un peu de distance, c'est un film qui est épatant, qui est très sensible. Il faut s'accrocher, il ne faut pas être trop fragile, hein, j'entends par là, parce que pour moi je l'ai commencé à 11h, je l'ai terminé à 16h. Ah oui, parce que il y a des moments j'ai dû faire des pauses parce que c'était très très dur à regarder. Il y a des moments qui m'ont bien fragilisé. Je pense que c'est le cumul qui à la fin m'a fait décrocher des larmes. Je pense que c'est ça. Donc voilà, il faut être armé. Il faut pas, il faut pas le lancer en étant insensible et tout ça, mais il faut savoir ce qu'on regarde, quoi. Ouais, bah, je te rejoins sur les grandes lignes, et puis on peut saluer aussi la très belle prestation d'Anna de Armas, parce que c'est une actrice qui monte aussi, qui par moment on ne voit que Marilyn Monroe. Enfin, c'est vraiment. Alors après voilà, beaucoup de gens disent oh la Oscar, aura-t-elle l'Oscar? Déjà ça, d'une, on verra, et puis peu importe, hein, le film ne va pas vivre à travers les Oscars uniquement, et encore heureux. Mais oui, c'est un film que je vous conseille aussi. Moi, j'ai besoin encore de mûrir. Je pense que, enfin, dans le sens où je l'ai vu moi le matin même. Toi, tu l'as vu la veille de cet enregistrement. C'est vrai que c'est un film qui va faire travailler pas mal de choses. J'en parlais avec certains amis en privé que je peux citer, l'ami Thierry, donc du site On se fait un ciné, ou l'ami passion du comédien présente, Cédric. On parlait en privé avec eux. Dit, peut-être qu'un jour, c'est le genre de film où on pourrait en revenir dessus en discussion, en live, plus large, avec plus de recul, plus de... Voilà, laisser retomber un peu la pression. Parce que, bon, il y en a plein de films sortis cette année comme ça où on pourrait revenir en live derrière. Hein. Je pense à Nope aussi, tiens, au passage. Mais en tout cas, voilà, c'est un film qui marquera l'année 2022 de toute façon, d'une certaine manière. À voir, peut-être pas n'importe quand, ou si vous avez vécu vous-même des souffrances par rapport à l'absence d'un père, ou une mère, voilà, ou si vous avez connu la violence des hommes aussi, ça peut faire mal, je pense. Je pense quand même, là-dessus, ça mérite aussi un warning. Mais chacun sa sensibilité aussi par rapport au visionnage et au ressenti derrière, évidemment. C'est un film, hein, de toute façon. Mais c'était un plaisir d'en parler avec toi. Un plaisir que tu m'aies proposé ça presque au pied levé. Hein, Bah, c'était l'occasion, parce que c'est vrai qu'on a un Bien autre sûr. enregistrement derrière. On s'est dit, hey, on va doubler le plaisir. Parce que parler Alors, cinéma. pour répondre rapidement, il semblerait qu'il y ait une photo prise sur les lieux Ah, les pieds, oui. où Marilyn est morte qui ressemble un petit peu, sans D'accord. la jambe, hein, par contre,
mais qui ressemble un petit peu à l'angle choisi pour le dernier plan du film. D'accord. J'étais en train de chercher ça, je me suis dit, putain, c'est quand même un truc un peu spécial de se terminer comme ça. Oui, il y a Ouais. un plan qui ressemble à ça, je te montrerai ça après. D'accord, d'accord. Donc il y a une logique derrière. Bah, en tout cas, merci. Et puis à vous la parole dans les commentaires. Parce que là, vous, lâchez-vous, hein, dites aussi tous vos ressentis. L'espace est là pour ça. Et allez voir la chaîne de Cinefiles parce que il vient de fêter ses 10 ans. Bah, de chaîne, hein, pas. Mais 10 ans de YouTube, c'est. Je crois que t'es le seul dans le YouTube game français à tout. Non, 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 je suis pas le Il y en seul. a d'autres, il y a Ah, Fossoyeur oui. peut-être aussi. Non, Enfin, non, le Fossoyeur, c'est. Enfin, d'autres en oui, activité. oui et non, en Ouais. fait. Moi, c'est plus ancien, mais par rapport à la création de la chaîne même, oui, on est quelques-uns. D'accord, mais bon, voilà, et puis tu as lancé ta nouvelle saison après 10 années. C'est ça. Mais c'est vrai qu'il y a de belles choses à voir, et pas que des blabla cinéma, tu as des créations, tu as d'autres idées qui arrivent là, donc à suivre de près, et puis voilà, et puis d'autres duos ici ou là, sur ma chaîne, mais aussi par exemple chez Microciné, des Oui, interventions, voilà, donc tu es partout, et enfin tu es de plus en plus là, et c'est bien, je suis content, oui, je suis content de voilà. m'être d'être sorti un peu de la caverne et de discuter avec les gens qui veulent bien discuter avec moi. Voilà. Ben, en tout cas, il ne reste plus qu'à faire le mot de la fin. Enfin, la fin, il n'y a jamais vraiment de fin quand on parle de cinéma, mais vous l'avez compris. À la prochaine. Ciao.